Si je peux le dire ainsi, mon retour à l'université, même si ce n'est encore qu'à temps très partiel. Les cours qui me sont confiés sont des cours tout à fait divers. J'ai d'abord un cours d'histoire économique et sociale du XXe siècle qui est donné aux licenciés en histoire, donc l'équivalent du master, deuxième cycle. J'ai un cours de critique historique, entre guillemets, qui est donné le soir et le week-end à des adultes en reprise d'études. Et en 85, on me confie un séminaire d'histoire de la famille et de la sexualité. Alors, c'est intéressant de voir, de relire cette expérience de séminaire d'histoire de la famille et de la sexualité parce que pour les historiens, les séminaires ont une signification tout à fait concrète. On fait de l'histoire, on travaille sur l'histoire, on est en contact avec la documentation, avec les sources, on les analyse, on les collecte. C'est vraiment l'atelier de l'historien, si je puis dire. En psychologie, dont dépendait l'Institut des sciences de la famille et de la sexualité, eh bien, en psychologie, un séminaire, c'est en fait un atelier de lecture. Et donc, les 3 premières années, j'avais d'une part un public d'historiens qui était un peu décontenancé de voir l'apport des psychologues, et un public de psychologues qui ne comprenait pas ce qu'ils venaient faire dans un travail. Ils n'avaient pas du tout l'intention de travailler sur des sources historiques. Et après 3 ans, alors que j'étais vraiment sur le point de jeter l'éponge, parce qu'il y avait vraiment trop d'écart entre les 2 publics qui fréquentaient ce séminaire, bien, mon collègue Éric Baroufol, qui était à l'époque secrétaire académique de l'Institut, a proposé qu'on transforme ce séminaire en cours. Et là, j'ai pu régulièrement avoir des historiens et le public spécifique de l'Institut des sciences de la famille qui, comment dirais-je, manquait singulièrement de formation à l'histoire de la famille. Et alors, moi j'avoue franchement que je ne savais pas pour quelle raison on m'avait confié ce cours. Je me suis parfois demandé, comme c'était en 85, ma femme et moi nous avions à l'époque 5 enfants, je me suis demandé si à l'université catholique ça n'avait pas été un argument majeur pour me confier un cours d'histoire de la famille et de la sexualité. Je crois que c'était un peu plus sérieux que ça malgré tout. Mais j'ai dû moi-même me former et m'informer à l'histoire de la famille et partiellement à l'histoire de la sexualité qui, je l'avoue, m'intéressait un peu moins. La famille, je l'avais rencontrée à de très nombreuses reprises dans mes études sur les patrimoines paysans, sur la vie matérielle des paysans, sur le crédit familial. Donc, j'étais bien conscient que cet acteur de l'histoire était un acteur absolument fondamental, encore plus en l'absence de tout système de sécurité sociale organisé. Donc la famille, c'était vraiment une question de survie. Et en lisant amplement toute une série de travaux, d'articles, j'ai découvert un personnage qui m'a profondément marqué. Ce personnage, c'est tout simplement Philippe Ariès, qui se définit lui-même comme un historien du dimanche. En fait, pendant toute sa carrière, il a géré un service d'études sur les fruits tropicaux, et sa carrière d'historien majeur, c'est quelque chose qui l'a mené
en dehors de ses fonctions administratives comme historien du dimanche, il le dit lui-même. Alors cet historien du dimanche a écrit une série de travaux sur la démographie de la France, mais plus particulièrement, il a publié un livre majeur, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, qui m'a profondément impressionné. J'ai la conviction que Philippe Ariès est sans doute un des historiens majeurs du XXe siècle, notamment pour une raison. On a pu critiquer un certain nombre de ses interprétations, mais à l'heure actuelle, son schéma interprétatif me semble toujours actuel. La raison pour laquelle il me semble majeur, c'est parce qu'il part de ce qu'il vit et de ce qu'il voit. Donc Philippe Ariès, sauf erreur de ma part, n'a pas eu d'enfant, mais il s'est marié. Il a vu comment évoluait l'éducation des enfants dans sa famille, depuis sa propre enfance jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, et ça l'a poussé à s'interroger sur la place de l'enfant dans la famille. Et donc, il en est arrivé à un schéma où, jusqu'au XIXe siècle, l'enfant n'était pas le centre de la famille, mais petit à petit, il passe de la périphérie de la famille au centre de la famille, et il a cherché à expliquer à la fois les causes de ce glissement et les effets de ce glissement sur la famille. Après ça, après 1973 et la publication d'une réédition de son travail avec une large préface qui remet un certain nombre de choses au point, il est passé à d'autres travaux, dont des travaux majeurs sur la mort en Occident. Et là aussi, c'est probablement sa propre santé et un certain nombre de morts dans son entourage qui l'ont poussé à s'interroger sur cette question tout à fait fondamentale, mais qui était à l'époque totalement neuve. Donc, je dirais que la chance peut-être de Philippe Ariès, ça a été de ne pas être impliqué avant sa retraite dans l'institution universitaire ou l'institution de recherche. C'est à 65 ans qu'il est nommé directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc c'est assez frappant. Et ses premiers livres, notamment L'enfant et la vie familiale, bien au point de départ, ils ne sont pas lus par les historiens. Ils sont lus par les sociologues, par les anthropologues, par des féministes, par des spécialistes de toute une série, des psychologues, les psychanalystes, mais pas vraiment par les historiens. Et donc c'est en soi une histoire, cette histoire de l'histoire de ce livre, qui est simplement passionnante et qui donne des aperçus étonnants sur le fonctionnement du milieu universitaire. Alors, dans les années 80 se produit au niveau de la profession historienne une forme d'éclatement d'histoire où petit à petit, toute une série de nouveaux thèmes apparaissent, toute une série d'approches apparaissent également. On peut citer les travaux d'Henri Corbin sur les sensibilités, sur la prostitution, sur l'évolution de l'odorat, mais aussi sur toute une série de travaux qu'il a poursuivis jusqu'à présent. Le silence, les cloches de la terre, enfin bref, une série d'ouvrages absolument merveilleux de mon point de vue et qui transforme vraiment le paysage de la discipline historique, qui l'explose d'une certaine façon. Alors c'est dans ce contexte-là que j'ai pris ce séminaire, puis ce cours, et bien évidemment, comme les seuls instruments de communication était une histoire de l'enfance ou une histoire de la famille, la première en 5 volumes, la deuxième en 2 gros volumes. Bon, c'était pratiquement impensable de demander à des étudiants sans aucune connaissance préalable de se plonger là-dedans. J'ai été amené à tenter une première synthèse
qui correspondent exactement au cahier du cours, c'est-à-dire d'abord la famille, ensuite le corps, puis la sexualité, en 3 parties se liant. Mais je dirais ça n'a rien d'extraordinaire. On est beaucoup plus là dans la logique d'un syllabus publié sous la forme d'un livre aux éditions Academia. C'est un peu la même chose aussi pour mon cours d'histoire économique et sociale. Alors, ce cours, je le donne aux étudiants de maîtrise en histoire. Là non plus, il n'y a pas vraiment d'instruments de communication qui seraient immédiatement abordables, d'autant que beaucoup d'étudiants n'ont même pas une approche d'histoire ou d'économie politique, donc c'est assez difficile de les plonger directement dans une histoire économique du monde, par exemple, de Pierre Léon. Donc là aussi, j'ai tenté de dégager un certain nombre de lignes directrices. Et cela a conduit à la publication d'un syllabus qui a été pratiquement doublé un peu plus tard quand on m'a confié un cours d'histoire contemporaine en faculté de sciences politiques, économiques et sociales. Et là, c'est un livre, Histoire contemporaine, qui a été publié. Mais je veux dire que ce sont des ouvrages qui ont été utiles. Ce ne sont pas des ouvrages dont je suis particulièrement fier. Ils ont été utiles parce qu'ils m'ont permis, d'une certaine façon, de mieux comprendre un certain nombre de notions que je devais enseigner à mes étudiants. Par exemple, sur la crise de 1929. C'était vraiment pas le domaine dans lequel j'avais travaillé, mais prendre connaissance de toute une série de facteurs menant à cette crise m'a permis d'être capable de l'enseigner d'une certaine façon. Et l'enseignement a souvent été pour moi l'occasion de me rendre compte que j'avais enfin quelques lumières sur la manière dont ce phénomène ou le phénomène que j'approfondissais s'était réellement déroulé. Donc le rapport entre l'enseignement et la réflexion historienne, je ne dirais pas la recherche, parce que je n'ai pas travaillé sur la crise de 29, mais le rapport entre l'enseignement et la compréhension du déroulement historique est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Je me suis rendu compte d'ailleurs que je n'étais pas le seul à avoir compris certaines choses en devant l'enseigner. Alors, cet enseignement m'a quand même pris pas mal de temps. J'ai pu continuer à participer à une série de rencontres, à une série de colloques, en interne ou en externe. Et puis, en 1994, alors que j'étais toujours aux cliniques universitaires, je reçois dans mon bureau des cliniques universitaires un coup de téléphone qui m'a vraiment étonné. C'était le coup de téléphone d'un collègue de Paris, de l'École des hautes études, qui me proposait de participer à un colloque à Lyon sur le crédit. Oh, le crédit, c'était une vieille affaire, hein. Ça faisait 15 ans que j'avais terminé ça, 13 ans que ce livre, ou 12 ans que ce livre était publié. Donc, à la limite, la page était largement tournée. Mais lui trouvait que ça valait vraiment la peine de le confronter à une série d'autres collègues. Et donc, finalement, j'ai dit oui. Et je me suis trouvé embarqué à Lyon, à la Maison des sciences de l'homme, là-bas, où
j'ai de nouveau rencontré un certain nombre de collègues. Se trouver à Lyon autour d'une bonne table, ça délie les langues, ça met un certain nombre de conditions à une certaine convivialité. C'est là que j'ai pu rencontrer Laurence Fontaine, Gilles Postel-Vinet qui m'avait téléphoné, Philippe Hoffmann, André-Paul Rosenthal qui était professeur à UCLA, et surtout, plus particulièrement, Gérard Béor, directeur de recherche au CNRS et directeur de recherche à l'École des hautes études, qui est petit à petit devenu un véritable ami. Il faut dire qu'on travaillait sur des domaines très très parallèles, propriété foncière, crédit, etc. etc. Donc, j'ai fait mon petit laïus, comme j'essaye de le faire toujours le plus correctement possible. Et puis là, j'ai été très étonné de nouveau recevoir, cette fois-ci, un courriel venant des Annales, qui me demandait, tiens, on nous a transmis un texte de votre part, accepteriez-vous que ce soit publié dans un dossier sur le crédit, etc. Donc, deuxième publication dans les Annales, qui m'a été offerte d'une certaine façon. Je n'avais jamais pensé à envoyer ça pour publication, proposition de publication. Donc, j'étais très content, et d'une certaine façon, c'est quelque chose qui m'a été bien utile dans la suite, parce que, bon, auparavant, j'avais eu une série de publications à l'international. Les contacts que j'avais eus à Lyon ont débouché 4 ans plus tard sur un colloque au FUCAM, où j'avais été nommé chargé de cours à temps partiel. Et donc là, ça a donné lieu de nouveau à un gros livre sur le crédit, mais avec une série de points de vue très très différents, et de nouveau avec une série de collègues avec lesquels j'ai pu nouer un certain nombre de liens, certainement de cordialité, parfois un peu plus d'amitié. Donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et on approche tout doucement de 1998 et de mon retour à temps plein à l'université. Alors comment les choses se sont-elles faites? Bien, Monseigneur Massot, quand il m'avait nommé chargé de cours invité, avait agi dans le contexte du plan d'austérité de l'université. Donc entre 83 et 89, 90, l'université se trouvait dans une situation financière particulièrement difficile. Le transfert coûtait beaucoup d'argent, les subsides publics arrivaient trop lentement. C'était un reflet de la crise générale que l'économie connaissait. Et donc, on a arrêté complètement les recrutements, on a utilisé beaucoup les invités gratuits. Enfin bref, cette situation était très compréhensible, donc je ne jette certainement pas la pierre, je ne la considère pas comme de l'exploitation. On faisait du mieux qu'on pouvait. Et puis, Monseigneur Massot a été admis à l'éméritat en 1986 et a été remplacé par le premier recteur laïque, Pierre Mac. Pierre Mac était un administrateur très éclairé, c'est surtout quelqu'un qui voulait adapter l'université aux pratiques du temps et qui voulait surtout supprimer un certain nombre de situations qui lui semblaient inadéquates, notamment ses chargés de cours invités à titre gratuit. Et donc j'ai été un jour convoqué dans son bureau, ça devait être aux alentours de 90, 91, et il m'a demandé ce que je faisais, etc., etc. Et puis il m'a demandé, est-ce que vous accepteriez d'être nommé chargé de cours extraordinaire? Alors ça, c'est déjà une étape supplémentaire, parce que être extraordinaire, ça veut dire qu'on n'est pas à temps plein, on est à temps partiel, on est toujours payé à l'heure, mais on est au cadre. Alors bien sûr,
si le cours qu'on vous a attribué ou les cours qu'on vous a attribués ne sont plus donnés, on n'est plus rétribué. Mais on est toujours chargé de cours extraordinaires à l'université. Donc c'était une forme de stabilisation. Et l'étape suivante a résulté d'une série de, comment dirais-je, de situations. Petit à petit, les historiens m'ont demandé de devenir secrétaire académique du département d'histoire. Je me suis assez bien entendu avec le président de l'époque, et puis à l'Institut des sciences de la famille, on m'a demandé de devenir président de l'Institut. Donc là, c'était des charges qui n'étaient plus à proprement parler des charges compatibles avec un statut invité ou extraordinaire. C'était déjà des charges pour un académique à temps complet. Finalement, je me suis retrouvé avec un total de charges qui dépassait largement les 50% d'une charge à temps complet. Alors, à Saint-Luc, j'ai obtenu de pouvoir me décharger petit à petit, de descendre mon pourcentage de temps, pour être honnête, des deux côtés, si tu veux. Et en 1997, je voyais qu'il y avait une série d'évolutions à la fois à l'université à Saint-Luc qui ouvraient des possibilités, mais sans que je puisse réellement identifier lesquelles. Et le recteur de l'époque était le professeur Marcel Crochet, un ingénieur, mais aussi un entrepreneur, quelqu'un qui était extrêmement direct d'une certaine façon, mais qui pouvait aussi écouter. Et alors, j'ai demandé une entrevue au recteur. Donc j'ai vu le recteur, j'ai pu lui exposer ma situation, mais j'ai pu la lui exposer d'une manière aussi directe que lui-même réagissait, avec une question fondamentale, mais finalement, que me veut-on ? Il n'est pas logique qu'accumulant de plus en plus de charges, je ne sois pas à un moment donné stabilisé. C'est une logique qui n'existe plus à l'heure actuelle. Au contraire, c'est un très mauvais calcul d'accumuler les charges en espérant une stabilisation. La plupart du temps, ça n'arrive pas. Mais à l'époque, c'était envisageable. Et le recteur m'a dit très simplement, écoutez, moi je ne peux rien faire. Ça dépend de votre président de département et de votre faculté. Il y avait un poste qui avait été gelé, donc qui n'avait pas été attribué au département d'histoire, le poste de Jean-Luc Velut, un spécialiste d'histoire de l'Afrique, qui avait donné une série de cours, surtout sur l'histoire de l'Afrique, mais pas exclusivement. J'ai eu un échange là aussi très franc avec mon président de département, le professeur Jean-Pierre Sausson, qui m'a dit « Écoute, je vais voir ce qu'on peut faire ». Et il a été discuté avec le doyen qui venait d'être élu, qu'il connaissait fort bien, qui est malheureusement décédé en cours de mandat au mois de décembre, qui a été remplacé à la suite d'une nouvelle élection. Et ces deux doyens ont été favorables à ce que ce poste me soit attribué. Il y a eu une commission, mais interne au département, qui a marqué son accord. Et lorsque j'ai demandé si je devais être vu par le conseil rectoral, comme cela commençait à se mettre en place, le prorecteur m'a simplement dit « mais on vous connaît, ce ne sera pas nécessaire ». Et donc, en septembre 1998, je revenais à temps plein à l'université.